Bienvenue à cette deuxième table ronde des joutes orléanaises. Nous allons parler des actual plays dans le jeu de rôle. Donc les actual plays connaissent un essor fulgurant depuis quelques années. Certains y voient une nouvelle forme de création narrative, d'autres façon d'apprendre à jouer, ou encore une performance médiatique qui transforme le jeu de rôle. Il y a plein de manières de voir cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va se poser une question. On va explorer un petit peu les origines, rapidement faire un petit historique de ce qu'est un actual play. Et puis surtout la question, on va essayer d'y répondre avec nos invités aujourd'hui. Donc la question, c'est les actual plays sont-ils encore du jeu de rôle ou autre chose? Alors, on va faire une petite table ronde, un petit tour de table rapide pour se présenter. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est légitime à parler d'actual play. Alors moi, je vais me présenter rapidement. Je suis président de l'association des bâtisseurs de rêves. Alors, je ne suis pas du tout légitime pour parler d'actual play. Déjà, j'en fais pas. Et j'en suis un consommateur très, très, très léger. Voilà. Je connais, j'en regarde. Moi, pour le regarder, c'est juste pour me donner... Il faut un avis sur un jeu de rôle que je souhaite acheter ou que j'ai, mais je ne comprends pas toutes les mécaniques et je vais regarder, voilà, pour en apprendre un peu plus. Voilà comment je consomme l'actual play, mais je ne consomme pas en termes de regarder comme une série, comme le font certaines personnes. Donc, je vais laisser la parole au jeune homme, dont j'ai oublié le prénom, et que voilà, il va se présenter. Et après, on va... merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Shrimpy de la chaîne Du Gras et des Jeux. Donc, on a une chaîne qui est spécialisée en actual play et en jeux vidéo. Pour le coup, on fait les deux. Et ça fait 3 ans qu'on est maintenant en marche. Donc, on fait toutes les semaines donc un actual play le lundi, majoritairement. Et puis, le vendredi, ça va être un peu plus jeux vidéo. Donc, moi, je suis MJ depuis il y a une quinzaine d'années à peu près. Et je suis release depuis 20 ans, etc. Donc, voilà, et je fais plein de systèmes différents. Donc, on a eu l'occasion de faire du Vampire la Mascarade. On a fait la Légende des 5 Anneaux, du Cthulhu dernièrement. Du cyberpunk, enfin voilà, plein de choses diverses et variées, et on essaye de proposer en fait un grand panel de jeux pour pas non plus se cantonner à un style de jeu particulier. On se fait plaisir, voilà, c'est vraiment l'objectif, en essayant de partager notre passion et puis essayer de faire découvrir aussi d'autres systèmes et d'autres choses à la fois aux PJ puis aux viewers qui nous regardent. Donc, voilà. Alors moi c'est Maïlis, je suis la MJ principale de l'équipe d'Odyssée. On fait de l'actual play aussi. On est plus du côté création originale, même si on a fait Freesquill en JDR. Je laisserai Manon présenter la chaîne mieux que moi, en tout cas. Moi, ça fait 10 ans que je suis MJ. Et je me suis totalement lancée dans l'univers après avoir regardé justement un actual play, ce qui m'a donné le goût au JDR. Voilà. Merci. Alors moi, du coup, c'est Manon. Donc, je suis aussi membre de l'équipe d'Odyssée. Alors, Odyssée, donc, c'est un groupe de 5 joueurs. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé là-dessus. Et nous, un peu notre credo, on va dire, c'est d'être faire du live autour d'une table. Donc, vraiment, le côté à l'ancienne, quoi, autour de la table en bois, dans un sous-sol, un peu dans l'ombre. Voilà, vraiment, on a un peu ce côté-là. Et moi, mon rôle, donc, je suis majoritairement joueuse. Je suis aussi là à faire la régie. Parce que du coup, en fait, comme on est en live et qu'on n'a pas les moyens d'avoir une régie externe, du coup, je fais la régie en live. Et je suis aussi occasionnellement MJ, pour que notre MJ à nous se repose entre 2 très grosses campagnes. Donc, comme l'a dit Maëlys, du coup, on est beaucoup JDR originaux, donc des créations originales, donc faites par Maëlys principalement. Hein. On a notamment une campagne de médiéval fantastique steampunk, donc elle a créé entièrement depuis 10 ans. Mais aussi une campagne qui est inspirée de Stranger Things et de globalement tout un petit peu les légendes d'Internet. Tout ce qui est tout ce truc-là un petit peu. Et nous, on live une semaine sur 2 le dimanche. On est à la cool en termes de rythme. Voilà. Ça me paraît pas mal. Bonjour, donc moi je suis Tiker et je suis donc le réalisateur du collectif Rock'n'Roll, à savoir un collectif dont Damien parlera peut-être mieux que moi, mais donc un collectif d'artistes et de comédiens qui propose depuis un peu plus d'1 an et demi un actual play sur un très vieux jeu de rôle qui s'appelle L'Œil Noir, et puis plus récemment également sur Vampire la Mascarade. Et alors nous on n'est pas en live, mais on est en studio autour d'une table et on filme ça comme un plateau télé.
Donc moi c'est Damien, donc Damien d'Andy-Desnoyers. Je suis parti aussi du collectif Rock'n'Roll, hein, ou avec Taker et Geoffrey qui doit tenir le stand pendant cette table ronde. On a créé ce collectif avec d'autres amis comédiens. Donc je suis MJ sur la campagne de l'Œil Noir et comédien, enfin joueur sur les autres campagnes, où effectivement notamment la campagne Vampire la Mascarade, ou sur d'autres one shot qu'on a fait. On a fait du Night, on a fait du Fabula Ultima notamment. Voilà. Après, pour la partie technique, effectivement, Taker a tout dit. Et donc, nous, c'est les vendredis à 18h, un épisode qu'on diffuse. Voilà. Donc, c'est bien comme ça, on a le lundi, le vendredi, le dimanche. C'est bien. Alors, merci pour ces présentations. Je vais faire donc un petit rappel rapidement sur les actual plays. Donc, dans les années 2000, commencent des gens qui enregistrent leurs parties, pas forcément filmées, parce que on n'a pas forcément tous les moyens techniques. Et puis le streaming et l'envoi de vidéos sur Internet n'est pas encore hyper développé. Et à partir de 2010, YouTube et Twitch permettent techniquement et facilement pour n'importe qui de se filmer. Et on a en 2015 l'émergence de un gros actual play qu'on appelle Critical Role américain, très populaire, pas forcément qu'aux États-Unis, hein, ça arrive, il est vu partout. Et il a basé un peu les règles, un peu la manière de filmer, de jouer et de faire du jeu de rôle comme ça. C'est là que moi j'entends parler des actual plays aussi un petit peu. Même si un petit peu avant, ou je crois que c'est un petit peu avant, en France, on a eu Aventure. Voilà, donc c'est Joueur du Grenier, si je me souviens bien, qui lance le truc avec d'autres personnes. Actuellement en français, il y en a plusieurs, Game of Roll, La Bonne Auberge, Roll and Play, et il y en a pléthore, dont Rock'n'Roll, qui est un local, on va dire. Rock'n'Roll, on enregistre à Paris, même si on a une partie de l'équipe qui est ici. En local, on a Odyssey qui sont, par contre, qui enregistrent à Orléans. Orléans, qui vous enregistrez et vous vivez à Orléans. Absolument. C'est ça. Absolument. Vous êtes les plus locaux des actual plays. Donc il y a différentes formes d'actual play, comme je disais, donc du podcast, du vidéo enregistré, du live, et même il y a des gens qui filment ils font dans des théâtres qui se filment. Voilà, Fibre Tigre que je parlais tout à l'heure en préparant les discussions. Donc pour essayer de répondre à cette question de l'actual play, est-ce que c'est du jeu de rôle, pas du jeu de rôle, une première question que j'aimerais vous poser à vous qui en faites. Pourquoi passer de la partie autour de la table avec les copains à la table avec des caméras, puisqu'il y a une différence, puisque on se filme, voilà. Et pourquoi faire ce choix de passer à filmer les parties pour bien sûr les diffuser? Si je peux commencer, je pense que déjà il y a une grosse volonté de raconter une histoire aux gens. En fait, disons que le jeu de rôle prend une dimension un peu différente quand on passe en actual play en live. On passe d'une histoire entre nous, entre potes, où on va faire nos petits délires entre nous, à on expose ce qu'on fait, on a des retours de personnes, mais du coup des gens qui sont aussi impliqués dans ce qu'on fait. En fait, on a le sentiment de produire, entre guillemets, une série. Les gens nous suivent comme une série, ils écoutent ce qu'on fait, il y a une implication générale. Je pense que c'est ce côté-là, un peu ce côté aussi de conteur. On raconte tous une histoire ensemble, on voit les gens qui kiffent ce qu'on fait, qui font des dessins, enfin c'est assez... En termes de motivation aussi, c'est assez fou quand les gens sont motivés par ce qu'on fait. Ouais, c'est très très sympa. Pour ma part, je sais, tu as cité une partie de mes sources d'inspiration. Je fais du jeu de rôle depuis que je suis vraiment gamin. Je veux dire, j'étais initié par mon grand frère avec l'Œil Noir V1 justement. Ça laisse des traces derrière. Et à chaque fois que j'ai fait du jeu de rôle, à chaque fois que j'ai fait des parties, j'ai passé mon temps à discuter avec... Ah ouais, j'ai fait ça en partie, j'en discute avec les potes. Toujours, on en discute avec les potes. Et avoir vu, effectivement, Roll and Play, avoir vu Game of Roll, avoir vu La Bonne Auberge, ces gens-là, en fait, ils racontent directement leur histoire, et entre eux, et entre potes, et à tous les gens qui connaissent en même temps et qui les connaissent. Et voilà. C'est vrai que c'est un truc que je me suis dit, ouais, pourquoi on fait pas ça, quoi. Nous aussi, on en parle, et cette fois-ci, les potes, quand on en parle, ils ont vraiment vécu l'histoire aussi, ils l'ont vécu avec nous. Puis au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir quelques retours, parce que quand on fait une proposition d'une partie,
quand on est entre PJ et MJ, c'est vrai qu'on va vivre la partie, on va avoir un retour particulier, etc. Mais quand on a des personnes qui nous regardent, on peut peut-être voir la chose différemment, nous donner d'autres idées, etc., d'autres inspirations. Et en fait, c'est très agréable et c'est gratifiant en fait de se dire que voilà, on nous regarde parce qu'on apprécie ce qu'on fait. Et au-delà de ça, nous, on permet de faire profiter aussi de cette aventure à tout le monde parce que c'est toujours sympa de pouvoir partager. Et c'est vrai que ça permet de grandir aussi parce que quand on voit les autres actual play, enfin, moi, personnellement, quand j'en regarde d'autres, je m'inspire, j'essaye de voir un petit peu ce que je peux apprendre, etc. Parce qu'on a tous des manières de MJ différentes. Et c'est ça qui est agréable, en fait, de pouvoir apprendre des autres parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc, c'est très agréable, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que justement, moi, ça a été ma source principale quand j'ai essayé de m'améliorer en tant que MJ, puisque, voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas du tout fait de jeu de rôle. Je me suis directement lancée en tant que MJ. Et en fait, c'est en regardant Critical Role et après, j'ai regardé ceux qui étaient un peu des personnes lambda, je veux dire, qui n'étaient pas acteurs. Et c'est là que, justement, moi, je me suis beaucoup inspirée de mon voisin, là, aussi, parce que il avait des techniques de jeu qui étaient particulières, que je n'avais pas vues chez les autres. Et après, c'est effectivement ça, on apprend des uns des autres, et c'est ce qui renforce énormément... T'as dit un truc super intéressant. C'est on partage avec une série. Moi, je viens du milieu de la fiction à la base. Je viens de la fiction, court métrage, long métrage. J'ai fait beaucoup. J'ai travaillé sur des séries. Et en fait, c'est quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai commencé le jeu de rôle à faire du vrai jeu de rôle assez sur le tard. Et je me suis tout de suite dit, mais bon, bordel, il y a de quoi faire en fait, comme une série télé mais autour d'une table. Parce qu'il y a l'investissement des joueurs qui est tel qu'on est capable, je pense, quand on est... Parce qu'il y a des copains qui me disaient, mais moi, en fait, je vous écoute. Parce qu'on jouait sur Discord. Mais moi, je vous écoute. Et je me suis dit, mais attends, si ça peut plaire à 3 personnes qui nous écoutent toutes les semaines, forcément, on peut en faire quelque chose. Et c'était ça, en fait. Depuis le début, nous, on a commencé à découper ça comme si c'était une saison de série télé. Et je pense que c'est ça, c'est de partager en fait une aventure exactement comme si c'était une fiction, comme si c'était une série qu'on regarderait tous les dimanches, tous les vendredis, tous les lundis, tous les ce que vous voulez, comme si c'était notre rendez-vous quoi. Et on le voit d'ailleurs nous le vendredi, j'ai fait la remarque il y a quelques jours à Damien, 18h, j'actualise la page truc, il y a déjà une dizaine de vues et c'est les gens qui nous attendent quoi. Et c'est ouf. Parce que ça devient le rendez-vous en fait de ce moment-là et c'est super agréable en fait de voir parce que quand on est MJ par exemple, moi je le prends le prisme en tant que MJ, c'est gratifiant de partager quelque chose, de dire mais en fait mon histoire elle ne plaît pas que à mes PJ, elle plaît aussi peut-être à d'autres personnes qui vont elles aussi s'inspirer de ce que je suis en train de proposer et moi ça m'est déjà arrivé où j'ai des viewers qui m'ont dit est-ce que je peux récupérer tel PNJ, est-ce que si et ça, c'est génial, c'est se dire j'arrive à faire vivre quelque chose au travers de la petite histoire que j'essaye de raconter qui vient juste de mon esprit quoi. Non, nous jouons, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement on a eu des viewers qui nous ont demandé et le scénario que vous avez fait jouer on peut le récupérer voilà. C'est vrai, voilà, le premier qu'on a fait jouer c'est l'Auberge du Sanglier Noir, c'est un classique donc ça tout le monde savait où il était, mais juste derrière on a fait jouer un scénario qui a été écrit par les ateliers d'Alric avec qui on est partenaire. On a dit on peut l'avoir. Alors, à chaque fois les ateliers d'Alric répondaient pas encore. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir l'éditer parce qu'ils sont dessus. Il est vraiment sympa ce scénario. Mais voilà. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Donc pour vous faites du jeu de rôle puisque vous êtes issu de cet univers-là au début. Hein. Vous avez peut-être pas forcément pratiqué beaucoup de jeux de table avant, mais vous avez fait du jeu et vous avez transposé. Mais souvent, ce qu'on peut entendre par rapport aux parties filmées, c'est que est-ce que ça modifie pas la manière de jouer puisqu'on est filmé, qu'on joue. Vous avez parlé de public, d'une interaction avec des gens, et que ça peut soit vous inspirer parce que on vous fait des remarques, ou vous motiver parce que c'est satisfaisant, c'est vrai, de se dire on a été vu et les gens sont d'accord avec ce qu'on fait et ça nous motive pour la suite. Parce qu'on le fait on le fait pas que pour nous, et c'est super intéressant de le faire pour d'autres. Mais est-ce que le fait d'être filmé,
modifie la manière de jouer. Alors après, il y a filmé, et puis il y en a certaines, et surtout, enfin vous, j'ai un peu regardé, il y a un décor, il peut y avoir des habits, des choses comme ça, une mise en scène, je sais pas après comment on pourrait l'appeler, mais qui fait que ça peut modifier la manière de jouer. Et voilà, votre regard là-dessus, parce que c'est ceux qui n'aiment pas ou qui critiquent, en tout cas, je me fais l'avocat du diable aussi. Le but, c'est qu'on arrive à trouver la réponse tous ensemble. Enfin, essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est encore du jeu de rôle? Donc, vous êtes filmé. Est-ce que ça modifie la manière dont le maître de jeu joue, propose, et les joueurs qui sont autour de la table? Déjà, moi, je pense que honnêtement, oui, ça modifie, mais pas dans le sens, pas c'est scénarisé. On joue un jeu de rôle classique, mais comme on disait tout à l'heure, il y a un côté série. Du coup, on nous regarde. Par exemple, tout le monde du jeu de rôle, on connaît tous ce moment super chiant où il y a un machin qui fait ses courses pendant 8 ans. On le connaît, c'est chiant. Ça, on peut pas le faire en live. On a des gens qui nous regardent, on a des viewers. Quand on est en live sur Twitch, notre compteur de viewers, il peut bouger. Faut que les gens y restent. En fait, même pour vous aussi en transmission sur YouTube, il faut que les gens y restent. Donc, par exemple, ça, d'office, et c'est un peu une espèce d'accord tacite. On met ça de côté, et donc ça modifie par rapport aussi, selon moi, en tout cas nous, chez Odyssée, la motivation. Odyssée, on est en costume total. On a notre camarade que vous ne voyez pas, cœur caméra, Mehdi, là-bas. Toutes les 2 semaines, il se maquille en or, donc il est entièrement en vert. Toutes les 2 semaines. Il y a une application qui est d'office, en fait, dans le jeu. Donc je pense qu'en tout cas, pour nous, chez Odyssée, on a une application qui est beaucoup plus grande. Nos téléphones, ils sont mis de côté. On est pendant 3-4 heures que là-dessus. Et en termes de scénario, il faut qu'on ait un scénario qui soit rapide, qui puisse être fluide. Voilà, plutôt que rapide, plutôt fluide tout le temps. Il n'y a pas des grands moments de pause. Et c'est bête à dire, en tout cas moi en tant que joueuse, je me suis améliorée beaucoup en roleplay, en termes de jeu d'actrice, vraiment. Depuis que je suis en live, parce qu'on a envie de faire vibrer les gens. On veut que les gens pleurent devant leurs écrans en nous regardant, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, on pense à modifier un peu effectivement ce qu'on fait, mais en bien selon moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est aussi très intéressant de pouvoir avoir les gens qui nous disent derrière, ouais, j'ai ressenti quelque chose. Je l'ai vraiment vécu ce moment. On a eu des moments mais tragiques sur certains scénarios. Et les gens, on avait, après, quand on a été en pause sur notre Discord, ils étaient mais dans un état pas possible. Sur le chat, ça arrêtait pas. Et c'est ça qui est impressionnant et qui fait vraiment la force d'être en live, de faire ça, c'est vraiment une force. On n'est pas juste entre nous. Et c'est vrai que ça modifie les choses, mais moi, je trouve que c'est en bien. Ça permet de nous améliorer parce qu'on a le retour des gens. Et effectivement, ça modifie, puisque quand on nous dit « ouais, bah ça, c'est pas terrible » ou on aurait besoin de plus de... par exemple, nous, pour nos caméras, c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir par rapport à leur retour. Et oui, ça modifie nos actions. On ne fait pas les courses quand on joue. Mais voilà, on va plus vers l'essentiel. Et de notre côté, vu qu'on est vraiment plus roleplay que système pur, c'est là que ça engage vraiment les relations entre les personnages ou avec les PNJ. Et c'est ça qui renforce, je trouve, par rapport au jeu de rôle où on est juste entre potes à délirer. Et voilà, c'est... Je dis tout le temps qu'on doit quelque chose à nos viewers, en fait. À partir du moment où ils nous attendent, où ils prennent du plaisir à nous regarder, on leur doit quelque chose. Et la scène des courses, ouais. C'est l'exemple parfait. On arrive et il ne se passe rien. Il se passe beaucoup de petites choses, mais ça ne fait pas avancer l'histoire. Et c'est quelque chose qui, autour de la table, est très drôle, parce qu'on se marre, parce qu'on achète la connerie, parce qu'on se retrouve face au vendeur qui est un peu chelou. Ce qui importe, c'est de faire ressentir, en effet, une aventure, et qui est timée, qui est rythmée. Nous, quand on a commencé, on avait fait des formats de 1 demi-heure à peu près, un peu moins même. Et les gens nous ont dit, mais c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Alors on est passé à 45 minutes, et là, saison 2, on passe à 52. On se cale sur les classiques. Mais ça nous permet aussi de maîtriser le tempo. C'est-à-dire de nous dire, on se dit pas qu'il nous reste 3 heures d'enregistrement dans cet épisode, et donc on va y aller, quoi.
Et c'est plus facile aussi, je pense, pour toi ou pour Geoffrey ou pour vous deux en tant que MJ, de se dire, ok, j'ai, je sais pas, 1 heure et demie, et ça doit tenir dedans. Après, au-delà de ça, ça donne une rigueur, c'est ce que tu dis en fait, de se dire on se time, etc. Ça peut être aussi une difficulté parce que quand on a 3 heures, qu'on a envie de faire amener un jeu en 3 heures et qu'on sait qu'il peut y avoir sur une table, on va pas se mentir, même si on est en actual play, il peut se passer plein de choses. Et souvent, quand on est MJ, tout ce qu'on a essayé de prévoir, ça ne passe jamais, on le sait. Mais c'est pas grave, c'est ok et c'est très cool. Mais du coup, parfois aussi, ça peut ralentir le jeu sur certaines choses, etc. Et c'est de savoir en fait bien timer certaines choses qui permettent de faire avancer le jeu pour pas qu'on s'ennuie. Et que nous, alors moi, la chose où effectivement, on a un public, donc on est là pour amuser le public et puis pour faire avancer une histoire, etc. Mais personnellement, je sais que je mise d'abord sur le plaisir de mes PJ, parce qu'on est des amis, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour passer un bon moment, de partager cette aventure. Mais il faut que eux passent un super moment, de se dire, ça se sente, et que les viewers ressentent ce moment de plaisir, de se dire, ok, il y a une bonne ambiance, on a envie d'avancer, on a envie de continuer à regarder. Et c'est un double truc, en fait, à ce niveau-là. Par contre, clairement, moi, je sais que de mon côté, ça m'a mis une rigueur, mais monstrueuse, sur le jeu, sur la construction, sur le jeu d'acting aussi, parce que quand on développe un PNJ, il faut aller beaucoup plus loin dans certaines choses, etc. Et ça met aussi une certaine pression. Et ça, faut pas l'oublier. Quand on lance un live, quand on lance une campagne, le stress est monstrueux. Alors, si on est déjà anxieux de base, j'en parle pas, mais vraiment, il peut y avoir une pression de se dire, ok, j'ai passé 3 mois, alors moi je vais prendre mon exemple, mais en 3 mois, j'ai bouffé la Légende des 5 Anneaux. On s'est dit, on va lancer la campagne. J'ai bouffé tous les bouquins en 3 mois. Voilà. Et je me suis dit, je vais lancer le truc. Donc, on a fait en costume, etc. Donc, on a pris 3 mois pour tout faire avec l'overlay. Donc, c'est une grosse création artistique, etc. Et en fait, quand on a enfin les retours, on me dit, mais c'est génial. Ça fait super plaisir. Mais ça enlève aussi une pression. Parce que de dire, ok, j'ai pas merdé, en fait. Parce qu'on a aussi envie de bien viser quand on fait un système de jeu, quand on fait un univers, de bien le retranscrire, même si c'est avec sa propre vision. Parce que c'est ça aussi, chaque jeu de rôle est différent, chaque MJ a une manière de MJ différente et un univers qu'il va proposer ou elle va proposer qui est totalement différent. Et c'est ça qui est cool aussi, mais en même temps, ça met une grosse pression. Et le fait d'avoir un public en rajoute encore plus. Moi, il y a des jours où le lundi, je suis tellement stressé que j'ai besoin d'aller 15 fois aux toilettes. C'est vraiment... mais ça, c'est un running gag avec aussi nos viewers. Mais c'est vraiment quelque chose où il y a une grosse pression. Et en fait, elle retombe quand on tombe dans le jeu. Et c'est vrai que quand on est en live, je ne sais pas si ça vous fait ça de votre côté quand vous tournez, mais quand on est en live, cette pression, elle est... on se dit, ok, je lance le live, c'est bon, je dois me mettre dans ce rôle qui n'est pas moi, et ensuite avancer. Je vais rebondir, effectivement. Nous, au niveau du studio, on a fait un peu de live aussi, beaucoup moins. Personnellement, en tant qu'MJ, je ressens exactement la même pression. Ça a été la même dans les 2 cas. Et effectivement, une fois que le jeu commence, c'est plus là. Il n'y a plus la pression parce que je suis avec mes joueurs. Je suis avec mes joueurs. Là où ça va éventuellement modifier un petit peu la perception, c'est que j'ai cet objectif à atteindre et que quand je suis juste avec mes potes, si on le fait en 1h30, on le fait en 1h30. Si on le fait en 2 heures, on le fait en 2 heures. Là, quand je suis avec mes joueurs, il faut quand même que j'ai un moment de fin d'épisode vers les 50-52 minutes. Mais c'est pas forcément le moment que j'avais prévu. Ça peut être... Je me rappelle, on a toute une séquence d'intermèdes où ils sont dans les festivités à Angbar, ça devait durer un épisode. Ça en dure 3. J'avais malencontreusement imaginé que mes joueurs, notamment qu'une joueuse, se ferait éliminer au tir à l'arc dès le premier tour et que ça serait juste pour le fun. Elle finit par le gagner. Bon, voilà. En abattant un sanglier. En abattant un sanglier, effectivement, qui lui courait dessus à pleine balle. Voilà. Petite anecdote, cette scène n'était donc pas prévue, puisque j'avais pas prévu qu'elle aille en finale. Voilà. Voilà. Et du coup, on n'a pas prévu non plus. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues, mais effectivement, c'est simplement, je sais que quand la fin d'épisode approche, je sais qu'il faut que j'ai ce moment de fin d'épisode. Alors, la saison 1, il y a eu beaucoup de débordements, on va dire. Il y a beaucoup de moments où ça passait plus loin parce que j'imaginais qu'il ferait les choses en 1 heure.
il les faisait en 4. Voilà. Et ça arrive tout le temps dans le jeu de rôle. Hein. Ouais. On prévoit un truc et ça se passe jamais comme prévu. Mais Voilà. c'est ça qui est beau dans le jeu de rôle. C'est ça. Et du coup, la modification que ça apporte dans ma façon d'être MJ, c'est que dès que les joueurs viennent modifier, dès que leur action modifie, il faut que je sois en capacité d'improviser ou de repérer un moment qui soit sympa pour mettre fin à l'épisode. Effectivement, voilà, il y a des moments où... En plus, Bonjour, je le combat commence. En plus, je sais pas toi, mais nous, on a une MJ ici qui adore faire des petits cliffhangers en fin d'épisode. Elle nous met sur des tensions à chaque fin. Et c'est mais des fois pour rien. Hein. Genre, juste avant, on était en train, je sais pas, de pêcher des trucs dans la... Et elle nous met une pression d'un coup. Et nous, on a 2 semaines à attendre. Et voilà, mais ça arrive tout le temps. Genre là, très récemment, il m'est arrivé une dinguerie à moi. Et on s'arrête là. Et ça fait 2 semaines que je suis entre la vie et la mort, pour tout vous dire. Voilà. Et ça, c'est ouf, parce que la différence entre vous et nous, c'est que vous êtes en live. Et vous avez la pression du direct, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ben, je vais vous dire un truc. Même si nous, on a le droit à l'erreur, on a le droit de dire stop, on s'arrête, et puis on le fait, hein, quand on a une tuile technique ou quoi. On s'arrête, on rebranche le câble qui s'est débranché, on reprend. Et ben, cette pression-là, lui comme MJ, moi comme Réal, ben, on l'a quand même. On l'a mais exactement pareil. Quand on était à Japan Expo et qu'on a fait tout le final en live, on avait exactement la même pression qu'en studio. Et c'est ouf, c'est parce que on se met dans les conditions en fait, d'un live. Ah ouais, mais Travailler. c'est compréhensible en plus. Et puis, alors moi, je sais qu'on l'expérimente juste de tourner quelque chose sur YouTube qui va arriver prochainement, qui a été annoncé de notre côté. Donc c'est Arcane 15 qu'on est en train de tourner de chez les 12 singes. Et c'est vrai que ça enlève une pression en fait aussi, d'une certaine manière, qui est quand même présente comme vous le disiez, hein, mais elle est un peu moins importante. C'est vrai que quand on est en live, enfin moi je sais quand j'arrive en fin de live, je suis obligé de, selon les campagnes, je commence à préparer la fin de cette aventure, enfin de cet épisode. Je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais faire mon foreshadowing pour dire comment ça va se passer, qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est ce qu'on fait beaucoup sur Cthulhu par exemple et sur Cyberpunk, ce qu'on a fait pour dire attention, il se passe un truc qui est en train d'arriver et les PJ sont pas au courant, se disent oh, qu'est-ce qui va arriver, on est dans la merde. Et en même temps, bah, les viewers se disent oh, c'est trop bien, il va y avoir quelque chose de grave qui va potentiellement arriver. Et quelle pression on est en train de mettre au PJ en fait. Et c'est trop bien quoi. Ah, c'est génial. En tant que PJ, la pression, nous, on kiffe. Hein. Ah oui, ils adorent. En vrai, non, mais en vérité, oui. Enfin, je sais pas pour les autres, je sais pas si y a des gens sur la table, mais pour les autres joueurs, en tant que joueur, on aime le drama. On aime quand il arrive que des merdes. C'est génial. Ça nous éclate. Bah, oui, ça nous éclate. Après, comme je disais, là où nous, on n'a pas cette pression-là, c'est... Alors, la plupart du temps, entre un épisode, il se passe 10 minutes ou 1 heure le temps qu'on fasse la pause. Sauf quand on est en fin d'enregistrement, où là, il y a 2 mois. Donc, on a moins moins de cas où on a cette pression. Par contre, elle est plus longue. Qu'est-ce qui va arriver à mon personnage? Du coup, c'est encore pire. Qu'est-ce qui va lui tomber sur le coin du nez? Surtout qu'on finit souvent les sessions d'enregistrement par des très gros cliffhangers. Parce qu'on en profite derrière pour se sécuriser et se tourner des petits trucs en parallèle et tout. Donc c'est vrai que nos joueurs sont toujours un peu... putain, ils essaient de nous tirer les verres du nez. Hein. C'est vrai qu'en saison 1, on a arrêté une session de tournage avec tous les personnages étaient au sol. Tous. Voilà, où là on en avait saison 2, premier tournage, on en a une qui finit au sol. Bon, bah c'est bon, on se revoit dans 2 mois. On a dû se faire un peu insulter sur le chemin du retour. Mais voilà, non, il y a beaucoup, c'est un peu phosphorer derrière. Dans ce que je comprends, donc, par rapport au changement d'attitude de MJ, alors, de joueurs, vous êtes plus des MJ, vous êtes un peu des retours de joueurs, ça modifie un petit peu. Mais de ce que je vois, c'est plutôt sur le temps. Vous devez maîtriser pour qu'il y ait un rythme, parce que les gens regardent, comme quand on regarde un film ou une série, ben, si c'est trop lent, trop mou, ben ça ne capte pas notre attention et on ne suit pas et on n'a pas envie de regarder la suite. Donc là, c'est plutôt ça, ce qui pourrait être modifié par rapport à une partie, on va dire, classique autour d'une table, là-dessus. Mais les péripéties des MJ, péripéties des joueurs, les changements, l'improvisation qu'on doit avoir, c'est la même, a priori. Et les cliffhangers, on le fait tous. Hein. Quand on a des parties qui suivent, voilà, les cliffhangers un petit peu bizarres, machin truc, qui vont... Et les joueurs, bah non, vous ne saurez pas. On verra ça la semaine prochaine. Alors, en partie, ça peut être une fois, ou des fois, on joue qu'une fois par mois, ou enfin voilà, sur le retour. Donc ça, je vois que vous avez les mêmes problématiques, ce qui est très bien. Donc,
on va dire qu'on se retrouve dans les codes du jeu de rôle, sans cette petite pression, même si on peut se donner, nous, en tant qu'MJ classique autour de la table, ben voilà, on a préparé, on a passé 3 semaines à préparer, à bouquiner. Des fois, on passe les 3 mois à lire plein de bouquins et à se dire, ben voilà, j'ai préparé un truc, est-ce que ça va leur plaire? On connaît des fois avec qui on joue aussi. Vous jouez avec des amis, voilà, ça aide. Et donc sur ce retour, c'est intéressant qu'on a des points communs et une petite différence quand même par rapport au temps et que vous devez rentrer dans un cadre en fait, parce que le format il est un peu différent. Moi j'aurais une autre question, à moins que tu veuilles rebondir tout de suite. Et après j'aurais une question. J'ai une petite anecdote très rapide sur ce que tu dis, sur la question du cadre. Sur YouTube, on a les stats et on peut voir. Et pourquoi est-ce qu'on fait 52 minutes d'épisode maintenant? C'est parce qu'on a 2 minutes de résumé et de générique. Après, on a 25 minutes, et à 25 minutes, on a la rétention d'audience qui fait comme ça, et ponk. Et 25 minutes plus tard, à peu près vers 50 minutes, ponk. Et c'est le temps, en fait, c'est en moyenne, le temps d'attention de nos viewers. Voilà. Mais c'est ouf, c'est ultra marqué, quoi. Les gens acceptent de regarder un certain temps de vidéo. Ils le regardent peut-être en plusieurs fois, non? Ouais. On a beaucoup de gens qui le regardent. Après, vous faites peut-être du replay, je sais pas si vous voulez. Oui, on fait du replay aussi. C'est du live, mais après, vous les laissez diffuser. Ouais, absolument. Sur Twitch, ça disparaît au bout d'un moment, je crois. Oui, ça reste à peu près 3 semaines, 1 mois. Ouais, et donc, en fait, nous, on les poste assez rapidement sur YouTube. Et effectivement, les personnes vont les regarder en plusieurs fois. Donc, nous, on fait des épisodes d'1h30 à peu près à chaque fois. Oui, nous, on est pareil. Vous faites à peu près. Oui, on est quasi la même chose, que du coup, on est en live, on est entre 3h et 3h30 de live, et on découpe pile au milieu quand on a la pause. Voilà, on fait un truc, ça après, ça 1h30, 1h40 en moyenne. Par contre, juste, si je peux me permettre, le seul truc extrêmement positif, c'est au niveau de l'organisation. On en parlait, l'organisation des jeux de rôle et des parties. On peut attendre 1 mois avant de jouer parfois. Nous, par exemple, on joue toutes les semaines. Et donc, en fait, on se dit, toutes les semaines, on va jouer, sauf il peut y avoir des imprévus, etc. C'est normal, on est tous des êtres humains. Mais voilà, on va quand même garder ce rythme, en fait. Et du coup, c'est cool parce qu'on peut avancer dans une aventure. Parce que si on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, ça peut parfois être très difficile. Et se remettre dans le bain, c'est chaud. Oui, ça, on peut tous avoir le même problème par rapport au temps de partie, enfin, le temps de jeu, mais les temps entre les parties. Les calendriers de chacun, les alignements des planètes, c'est pas toujours facile. Les vies de famille, le travail et tout un tas de choses. Non, j'aimerais continuer le débat. Donc, on a vu qu'il y avait une petite différence par rapport à ce cadre de temps qui a l'air d'être important, justement, pour attirer l'attention. Et les petits passages ennuyants, alors des fois qui peuvent être drôles, mais de passer son temps à aller négocier avec un marchand 3 vaches et 2 poules. Donc ça peut être marrant, mais ça peut vite être pénible à regarder. Moi, c'est le retour que nous, on a, par exemple, dans les associations, des jeunes rôlistes maintenant, qui découvrent le jeu de rôle par vos intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le jeu de rôle, ils ont tapé jeu de rôle sur Internet. Alors, je ne sais pas sur quoi ils vont en premier, mais ils vont très vite aller voir une vidéo. Et ils vont tomber sur un actual play. Et donc ça, vous pensez que ça n'altère pas énormément la manière de jouer, vous de les préparer et de les vivre, en tout cas a priori, juste ce timing, mais de ce qu'ils en voient et après de ce qu'ils vont pouvoir y attendre quand ils vont aller dans une association ou même avec des copains, se mettre autour de la table et de jouer réellement. Là, je pense qu'il peut y avoir peut-être un décalage. Parce que justement, ce terme, vous timez tellement qu'ils ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est d'une fluidité, que c'est presque naturel, alors que c'est un apprentissage que vous avez fait au fur et à mesure, et que vous avez vu qu'il fallait justement créer cette fluidité, serrer un petit peu, il y a des choses qu'il fallait enlever. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur des joueurs qui vont justement après... Un jeune homme de 15 ans, une jeune fille d'ailleurs, qui va découvrir le jeu de rôle par vos vidéos et qui va venir toquer chez nous au bâtisseur. J'ai parlé de jeu de rôle, j'ai pas de copain, mais j'ai vu Rock'n'Roll, j'aimerais y jouer. Voilà. Non, moi, j'ai eu des retours, je dirais après, mais j'aimerais savoir, vous, justement, l'effet que vos vidéos, votre manière de maîtriser, de montrer le jeu, l'effet que ça peut avoir sur les joueurs nouveaux. Parce que bon, les anciens, c'est encore autre chose. Déjà, moi, si je peux commencer sur un petit truc. Alors, je laisserai après mes camarades sur mais c'est vraiment un aspect qui est important pour nous au sein d'Odyssée. Nous, du coup, Odyssée, on est 5 joueurs. Dans les 5 joueurs, on est 4 femmes. Et le monde du jeu de rôle est d'un monde qui reste, par départ, assez sexiste sur des choses.
Et on a eu des retours de femmes qui nous disent c'est cool de voir un groupe principalement féminin, c'est bien de vous voir. Même aussi des gens qui nous disent j'osais pas commencer parce que je vois que des hommes quasiment et qu'elles se sentent plus légitimes à venir. Donc je pense que pour nous par rapport à Odyssée, on porte un peu ça aussi. Alors notre camarade Mehdi du coup dans l'équipe est là pour le quota masculin, mais en vérité non voilà je plaisante, mais en fait l'idée c'est vraiment pour nous c'est important cela de montrer que on est aussi là les femmes qui font le jeu de rôle, on fait aussi bien que nos homologues masculins. Des fois, les joueuses font autant des conneries que le genre masculin, pas de problème là-dessus aussi, hein, on est dedans. Mais il y a cette image aussi qu'on renvoie, que le jeu de rôle a encore une image assez masculine maintenant. Alors, en plus, c'est pas vrai, il y a beaucoup de joueuses en plus. Hein, mais je pense que c'est là aussi où nous, on a notre rôle à jouer. Peut-être que du coup, justement, tu parlais tout à l'heure, il y aura peut-être plus de jeunes filles qui vont venir à l'assaut en se disant j'ai vu de l'actual play, ça m'a donné envie, j'ai vu des femmes faire de l'actual play, et c'est cool. Et rien que, moi, donc c'est plutôt là-dessus, je pense qu'on a une influence, en tout cas nous, parce qu'Odyssée, on a un groupe très féminin. Mais il y a de ça aussi, je pense, par rapport à ça. Là, c'est vraiment l'aspect presque social plutôt autour de tout ça. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est plus par rapport au rôle de MJ que nous, ce qu'on essaie de faire, et on a fait toute une petite vidéo avec Shrimpy et Reloc, où on parlait du rôle de MJ. Rôle de MJ que certains MJ continuent de diviniser en disant oui, non, mais c'est compliqué, tout ça. Alors que je pose le truc, c'est que j'ai été MJ et j'ai jamais passé par la case joueuse, je suis quasiment jamais joueuse. Et en fait, c'est simple, il faut juste voir comment les autres font. Et après, on est narrateur. C'est juste ça. Et c'est dédramatiser ce rôle qu'on a eu des personnes qui disaient « Non, mais moi, je peux pas être MJ, je sais pas faire, je sais pas rebondir sur les choses. » En fait, ça s'apprend. Au fur et à mesure que tu le fais, tu apprends. Et après, il faut juste utiliser ce qu'on lit, ce qu'on regarde. Et c'est ce qui est magique, en fait, vraiment dans le rôle. Et c'est le dédramatiser. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile pour certaines personnes de passer ce cap-là parce qu'ils ont peur. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis MJ sur l'œil noir. Les mots que tu as dit, c'est le sentiment que j'avais avant et que j'ai encore des fois un petit peu ce sentiment d'imposteur en tant qu'MJ. Parce que je n'ai jamais masterisé, avant de lancer la campagne de l'œil noir, une campagne. Jamais. Jamais en me disant c'est pas possible, parce que j'avais des MJ qui sont excellents, enfin, que j'ai eu, et que ça soit à la fac, que ça soit au lycée ou autre. Et du coup, je dis, mais en fait, j'arriverai jamais à leur niveau. Ouais, mais en fait, ils ont appris. Et effectivement, enfin, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut voir mon évolution entre le premier épisode et aujourd'hui. Il y a une petite évolution. Effectivement, il y a des choses, on apprend sur le rythme, on apprend sur la dramaturgie, on apprend sur les PNJ, sur la profondeur de leur personnalité, sur le scénario. Alors après, c'est vrai que sur toute la partie showrunning, j'ai à ma droite quelqu'un qui m'aide beaucoup aussi, parce que justement, pour garder ce rythme, ouais, c'est un rôle qui est particulier, qui peut se prendre en main. On peut y arriver, c'est pas un problème, et on peut aussi se faire aider. Moi, je n'ai aucune honte à dire que j'ai de l'aide là. Voilà, des fois, vu que Taker a plus d'expérience en tout cas, il me donne des tips et je dis merci. Effectivement, en regardant, effectivement, un Julien Dutel, un Fibre Tigre, voilà, ce que font les copains, les copines, on regarde, on dit ah ouais, ça c'est sympa. Ok, je vais faire pareil. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous en fait sur ce sujet-là, et c'est important en fait de pouvoir à la fois découvrir de nouvelles choses, et je pense qu'il y a aussi certaines attentes qui peuvent arriver quand on est jeune rôliste. On se dit voilà, j'ai vu un actual play, c'est de telle manière, j'ai envie de jouer comme ça, sauf que dans la réalité, on s'en doute, c'est pas comme ça, c'est pas forcément de cette manière-là, c'est pas forcément ce style de jeu-là, mais c'est important aussi, je pense, de l'intégrer, le fait qu'il y a 15 000 styles de jeu différents, et que c'est bien en fait d'avoir toute cette diversité au niveau de style de jeu, au niveau des univers, au niveau des manières de faire, et de pouvoir l'accepter en fait. C'est-à-dire voilà, c'est pas parce que j'ai regardé un actual play qui fait de telle manière que le jeu de rôle va être de telle manière. Au contraire, ça va peut-être avoir rien à voir, et c'est ça qui est bien en fait. Et moi, c'est ce que je peux inviter à faire, regarder les autres, c'est important parce qu'on apprend des autres. Si on reste juste dans son coin, on va juste rester à ne pas évoluer en fait, à ne pas avancer. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer sa pratique, c'est en regardant les autres. Et comme tu l'as dit, voilà,
Moi, il y a des choses. Je fais un gros bisou à Wazi pour le foreshadowing, par exemple. C'est lui qui m'a mis ça quand on a fait la ville en jaune de Cthulhu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une idée incroyable. Tu peux proposer des choses qui sont extra avec une simple idée, en fait. Et c'est génial. Enfin, voilà. Donc, non, c'est super important. Et après, pour le côté justement de l'influence qu'on peut avoir finalement sur le public, en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où là, on voit de cette table ronde, hein, on est tous très différents, avec des styles différents, des âges différents. En fait, faut pas dire que le jeu de rôle, il y a un côté un peu niche encore maintenant, même si avec des séries comme Stranger Things, Critical Role, Aventure, machin, assez popularisé. Mais il y a quand même encore ce côté un petit peu les geekos dans une cave dans le noir. Voilà. Et je trouve que c'est important de montrer en fait que c'est pas vrai. On est tous des styles très différents, on fait des jeux de rôle très différents. On peut faire un jeu de rôle de tout. J'ai déjà fait un jeu de rôle dans un supermarché. J'ai déjà fait un à la ferme, des animaux qui allaient sortir de la ferme. Je veux dire, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Les lutins. Les lutins, les lutins de Noël, absolument, qui doivent tuer le Père Noël. Longue histoire. Mais en fait, je pense que c'est important, là aussi, ce côté on montre en fait la diversité, l'ouverture d'esprit de plein de choses, toutes les origines sexuelles, ce que vous voulez, tout en fait. Tout le monde peut le faire, on peut tout faire en jeu de rôle. Je trouve que c'est là où on a de l'importance parce qu'on a tendance, quand on a un petit groupe d'amis à faire le jeu de rôle, à rester qu'avec ce groupe d'amis tout le temps. Et du coup, en fait, ça peut vite fermer les possibilités parce qu'on a été dans le guidon, en fait, et c'est pas grave en soi, mais je pense que c'est là aussi où on a un rôle d'influence, de montrer aux gens, et à n'importe qui peut faire le jeu de rôle. Il n'y a pas de limite, en rien. Et peut-être là, du coup, je pense que l'Actual Play, on a un vrai plus. Au-delà de raconter une histoire, un style d'être MJ, de montrer que oui, si tu as envie, avec tes potes de football, je sais pas, de faire un jeu de rôle sur le football, et tu peux le faire. Et c'est pas grave si tu te plantes, parce que même nous, on se plante. C'est pas grave. Et je pense que c'était ce côté-là, de donner aux gens envie de jouer entre potes, et simplement de jouer entre potes, de remettre ça, on sent que c'est un loisir, on s'éclate tous, parce que sinon on serait pas là, si on n'est pas tous, et que c'est cool. Et juste cela, peut-être juste ça, en fait, l'influence peut avoir sur les gens. Moi celle que j'aimerais bien, je pense qu'Odyssée, on aime bien avoir sur les gens, juste qu'on se dise, on est un groupe de potes qui jouent, vous pouvez le faire aussi. Et des fois, oui, j'ai renversé un café sur mes jambes en plein live, à moitié sur mon équipement aussi, et ça arrive et c'est pas grave. Les dés qui tombent, bien sûr, voilà. Et je pense peut-être là aussi, où est cette influence-là qu'on peut avoir de se dire, allez-y, éclatez-vous, quoi, c'est le principal. Il y a sur les... Promis, je fais vite. Sur les... De découvrir le jeu de rôle par l'Actual Play, je pense qu'on a la même... on est la même chose que les magazines dans les années 80. C'est-à-dire des gens qui arrivent, on t'a acheté ton magazine de jeu de rôle qui est spécialisé, ok, t'avais quelqu'un, un copain qui t'initiait, bon là on fait une recherche Google, mais et on découvre et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que je découvre là, et sauf que nous c'est en vidéo, c'est mis en scène, c'est ok, mais je pense que c'est un peu la même logique quoi, de se dire que on découvre un monde et ouais mais moi aussi je veux participer à ça quoi, parce qu'on a l'air de s'éclater et ouais sur regarder les autres, oui complètement, regarder les autres, regardez les copains. Moi, je bosse régulièrement avec Fibre Tigre, dont tu as parlé régulièrement. On est tout le temps en train de parler, lui et moi. Enfin, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on fait une émission ensemble. Et on fait « Ah ouais, toi, comment tu fais ?» et tout. J'ai parlé de Fibre Tigre quand on a préparé cette table ronde. Mais je l'ai plus écouté en termes de mécanique de jeu. Parce qu'il a quand même une expertise par rapport à ça. Donc, oui. Donc, le retour que nous, on peut avoir en tant que club de jeux de rôle, des gens qui ont vu des actuels plays, donc ça va être des gens qui ont entre 15 et 25 ans, je prends large, hein, qui découvrent pour la première fois les jeux de rôle, ils tapent. Déjà, oui, ils sont venus, ils ont passé une étape d'aller voir des gens qui sont pas dans leur cercle, justement. Parce que dans leur propre cercle d'amis, ils n'avaient pas de personnes qui voulaient jouer, parce que des fois, ça peut faire... peur entre guillemets parce que je connais pas les règles. Ça c'est le premier truc qu'on nous dit en jeu de rôle. Ton fiche les règles c'est pas toi, c'est le MJ, t'inquiète pas. Je veux dire, non plus on connaît pas les règles des joueurs. Et puis des fois les mêmes les MJ, hein. des fois les MJ ils connaissent pas les règles. Donc ça a amené du monde quand même. On le voit depuis quelques années dans les clubs, en tout cas la pratique du jeu de rôle, même dans la vente de jeux de rôle globalement. Hein, il y a même s'il y a très peu de gens qui ont envie du jeu de rôle en France, même dans le monde, réellement, mais il y a de plus en plus de pratiques. Voilà, donc ça a amené du monde. Alors après, il y a eu aussi, on va pas revenir dessus, mais il y a l'effet Covid
avec les gens qui ont découvert, qui ont eu du temps et qui ont fait, parce qu'on a parlé de donc, vos vidéos filmées, mais les gens qui font aussi à distance et qui se filment entre eux en fait. Et des fois après ils enregistrent et puis ils diffusent. Des fois c'est juste ça, voilà. Donc ça c'est voilà, ça amène des gens dans les clubs et de ce que j'aurais pu voir et entendre, ça, il n'y a pas de distorsion entre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu en club et que ça a créé. Ah bah non, c'est ça le jeu de rôle en fait. Voilà, c'est pas le même rythme, c'est un peu plus lent, voilà. Et alors, on a quelqu'un dans le public qui voulait réagir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Un ancien du jeu de rôle, donc Olivier Portejoie, qui est éditeur de livres et rôliste depuis très longtemps, voilà. Oui, depuis. Donc il voulait réagir sur ce qu'on vient de dire. En fait, je vous écoutais et donc il y avait un écho, un écho qui me parvenait en fait du cinéma documentaire. Donc j'ai eu l'occasion de fréquenter un peu Jean Rouch. J'ai fait un petit peu de cinéma direct, de cinéma vérité. Et en fait, c'est le même problème dans le documentaire finalement. Dès qu'il y a une réalisation, dès qu'on prend des images, en fait, on influence la réalité. C'est-à-dire que c'est une véritable écriture. Et quelque part, lorsqu'on arrive comme... Alors, c'est la même chose pour le théâtre aussi. Hein, je veux dire, lorsqu'on filme du théâtre, ça n'a pas du tout le même effet que si on voit une pièce de théâtre. Et donc, là, pendant longtemps, filmer du jeu de rôle, c'était une problématique dans notre envie de partage. C'est-à-dire comment partager ce moment particulier, qui est un moment qui passe par le langage, mais aussi par l'imaginaire, et donc où finalement il va y avoir du dit et du non-dit, et surtout il va y avoir une représentation de ce qui se passe par rapport à la narration du maître de jeu dans l'imaginaire propre de chaque joueur. Alors comment arriver à le retranscrire pour finalement le montrer à l'image avec une caméra? Alors c'est pas facile, parce qu'on peut pas mettre une caméra dans la tête de tout le monde. Et finalement, donc, on arrive à une déstructuration en fait de certains codes. Et même dans le cinéma, en fait, finalement, le cinéma est très codifié. On regarde plus un film des années 50 comme on regarde un film aujourd'hui. C'est-à-dire les rythmes ont changé, la façon de tenir la caméra a changé, etc. Le matériel a évolué. Donc, comment arriver à voir à travers les yeux d'un autre, surtout quand le regard qui est porté sur une mise en scène doit être compris par tout le monde. C'est-à-dire comment créer une écriture cinématographique qui va permettre en fait de comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas en fait l'activité en soi. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui fabrique un panier en osier qu'une tribu perdue dans l'Himalaya. Mais comment arriver à cette personne-là qui puisse comprendre avec son référentiel ce qui se passe réellement? Alors, la comparaison avec le documentaire, elle est parfaite parce que, en tout cas, l'approche que j'ai eue en termes de réalisation depuis le début, c'était de me dire que je filmais ça comme si c'était Frédéric Wiseman qui était là et qui filmait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Wiseman, si vous ne connaissez pas, c'est un documentariste. Et il va dans un endroit et il te décortique l'endroit uniquement par le montage et par la caméra puis le montage. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien, il n'y a que les faits. Et je savais ce qui allait se passer sur le plateau. Enfin, j'avais les trames du scénar. C'est vrai que saison 1, je lui demandais pas le détail. Il me donnait rien. Il me disait, grosso modo, il va se passer ça, donc prévois que peut-être à un moment, il va falloir décadrer, quoi. Mais l'approche, c'était vraiment de dire, OK, je filme et après, au montage, je raconte l'histoire. Mais à aucun moment, sauf tu le technique compagnie, on interrompt le tournage. Par contre, on se donne cette possibilité de monter si ça sert l'histoire. Mais uniquement si ça sert ce qu'on voit à l'écran. Jamais pour mentir. C'est quasiment une question d'éthique, en fait, à ce niveau-là. C'est de se dire que, justement, c'est du jeu de rôle et c'est l'intégrité du jeu de rôle qui est plus importante que l'effet ou le truc de mise en scène. Et donc, oui, on ment, mais on ment pour sublimer la vérité. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et justement, c'est ce qui me faisait penser, en fait, que ça devient, en fait, quelque chose d'autre que du jeu de rôle.
C'est-à-dire, on va osciller entre... C'est carrément, en fait, je dirais, une sorte d'ethnographie, finalement. C'est-à-dire une écriture ethnographique de ce qui se passe, justement, de l'échange qui a lieu entre des êtres vivants autour d'une activité ludique. Et je pense que justement, c'est ce qui était venu avant, c'est finalement, ça sert de modèle. Ça sert de modèle à des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui se disent « Ah le jeu de rôle, ça doit se jouer comme ça ». C'est un petit peu partout pareil. Hein. Je veux dire, même pour la pornographie, hein, on pourrait dire « Tiens, c'est comme ça que ça doit se passer », finalement. Finalement, c'est ça. Je pense qu'il faudrait aussi trouver une manière de présenter une représentation tout en disant justement, mais voilà, c'est vous aussi qui allez créer votre représentation d'un jeu, qui allez faire, en fait, rendre vivant un imaginaire que vous allez partager. Après, si je peux me permettre, ces petites présentations, je pense que c'est pas vraiment un vrai souci, dans la mesure où, en fait, par exemple, moi, je raconte un peu ma vie. Moi, je suis ce qu'on appelle la fantasique. Dans ma tête, j'ai 0 image. Que je fasse ce choix en rêve, en partie, c'est un écran noir. Je n'ai pas d'image en tête. Ça m'empêche pas de faire du jeu de rôle et de m'éclater. À côté de ça, j'ai ma camarade MJ qui voit un jeu de rôle en 4K. Donc, en fait, la perception de chacun en jeu de rôle, en fait, quand l'MJ raconte sa scène, chaque joueur imagine la scène différemment et chaque viewer imagine la scène différemment. Je pense que dans la mesure où le MJ prend le temps de bien expliquer, parce que nous, on est en live, du coup, nous, on n'a pas de montage, c'est en direct, on découvre tout en direct aussi, les viewers se font une image. Nous, on se fait une image différente, chaque joueur a une image différente, et tout le monde se comprend sans souci. Par contre, ça demande effectivement à ce que, quand on n'a pas de terrain, parce qu'on peut jouer un jeu de rôle avec un terrain avec des petites figurines, nous, on n'a pas ça, nous, en live, ça demande à ce que le joueur, il explique précisément ses pensées, s'il n'arrive pas à faire des mimiques de voix, de machin, expliquer un peu ce qu'il fait, pour que tout le monde soit au même niveau. Mais pour moi, le niveau d'information nécessaire aux viewers, c'est le même nécessaire pour ton camarade joueur ou pour le MJ pour qu'il puisse rebondir. Donc je pense qu'en fait que chacun se crée une image. Par contre, oui, effectivement, personne n'a la même image. Il y a une scène de jeu de rôle, personne va la percevoir pareil, même aussi par rapport à son vécu. Il y a nous, typiquement, avant nos lives, je sais que c'est le cas pour nous, on a des trigger warnings, on a un panneau, parce qu'on ne connaît pas le vécu des gens. Il y a des sujets qu'on peut aborder, et nous, on s'en fout. Et des gens pour qui ça va toucher un truc très, très douloureux. Et il faut qu'ils le sachent aussi. Et je pense qu'il y a un peu d'accord tacite où, en fait, on sait tous qu'on va faire un jeu de rôle, qu'il va falloir imaginer qu'il y aura une part de... on va pas être accordé, dans le sens où on va pas avoir la même chose en tête, mais comme c'est un accord tacite, c'est pas un souci. Enfin, selon moi, en tout cas, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en ce retour par rapport aux gens. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'histoire, ils comprennent tous l'histoire. Par contre, certes, il y en a qui la comprennent très différemment, et c'est après les viewers entre eux qui vont échanger. Ils se disent « Ah, mais t'as compris ça, mais quand tel joueur, il a dit ça ?» Même des fois, nous, entre joueurs, moi, des fois, je pose un truc, je me dis « Là, j'ai mis un indice, c'est gros comme une maison, ils vont voir. » Et ils captent rien, parce qu'en fait, c'était pas si clair. Mais pour moi, ça reste comme un jeu de rôle classique, en fait. Jusque-là, on a nos caméras et on multiplie la perception de la scène par autant de viewers qui seront en face. En tout cas, selon moi. Tout ce que tu as dit là, ça a été théorisé en fait dans les années 50 par un gars qui s'appelait Marshall McLuhan. Et il appelle ça un média chaud. Et il avait dit, ils vont apparaître de plus en plus des médias froids, comme la télévision, comme Internet. Il avait théorisé Internet dans les années 50, le gars. Et je pense que l'actuel play de jeu de rôle, c'est un média chaud comme la littérature ou comme le cinéma, c'est-à-dire que ça stimule tous les sens dans l'imagination. Et c'est ça peut-être qui fait la différence avec l'approche, on pourrait dire télé, qu'on pourrait appliquer en fait en disant bah oui c'est Internet, c'est du stream, c'est pas très voilà. Ben non, d'ailleurs, en fait ça devient hyper intéressant. Je t'interromps, excuse-moi, parce qu'il y a un truc de très important. C'est-à-dire si on regarde aujourd'hui par exemple des images de l'INA, on s'aperçoit que la télévision d'aujourd'hui c'était pas la télévision d'hier. C'est-à-dire que il y avait une partie qui était totalement improvisée. L'esprit Green se trompait dans l'annonce des programmes, ça bafouillait. Enfin, aujourd'hui, on est arrivé justement à une technicité du présentateur, du show, qui est très rodée. Alors, ça va peut-être aussi pour des parties de jeux de rôle en live. Mais ce qui est intéressant, en live ou monté, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de faire comprendre quand même aux spectateurs qu'ils voient à travers les yeux d'un autre.
et que ce regard lui est prêté, et que ce regard qui lui est présenté, c'est une écriture filmique. Et ça, il ne doit pas l'oublier. Ça veut dire que, en fait, il ne regarde pas ce qui se passe pour de vrai, même si c'est un jeu de rôle qu'il assiste en direct à cette partie, mais qu'il va rentrer dans une fiction, finalement. Et que cette fiction, c'est celle, en fait, du réalisateur. Même si les acteurs, en fait, ont évolué, ont changé. Ils sont dans, voilà, MJ, voilà. Puisqu'il faut faire des distinctions. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est quand tu te mets autour d'une table devant des caméras, il y a aussi une convention. Il y a une convention tacite entre tous ceux qui sont représentés et qui se représentent. Comme dans le documentaire où tu as beau être un ethnographe averti, tu sais que devant toi, dès que tu as une caméra, la personne, elle va tenir un rôle. Tu vois, c'est important de... Alors, je pense que oui, je pense que ça mériterait aussi, genre de telles expériences filmiques, d'avoir aussi une approche. Ça, c'est peut-être quelque chose à faire dans des conventions, dans des festivals, auprès du public, pour leur dire, oui, c'est une partie de jeu de rôle, oui, il y a une écriture filmique, oui, on casse des codes, mais on en recrée d'autres, et finalement, on avance dans un domaine qui est celui, justement, de la culture, de l'art. Et cet art, en fait, il s'exprime à travers des médias bien différents. Et peut-être que le jeu de rôle, finalement, est une forme d'art à part entière. J'en suis convaincu, personnellement. Vraiment, là-dessus, pour moi, c'est une forme d'art. Et par contre, je suis d'accord avec ça, le fait que les viewers soient bien avertis que ce qu'ils vont voir là, comme on disait tout à l'heure, en fait, partie du jeu de rôle qui est filmé, qui du coup, comme on a dit aussi en fait tout à l'heure, il y a des petites choses qui vont différer d'une partie de jeu de rôle classique. Après, dans notre fait, par rapport à nous, au niveau d'Odyssée, c'est bête à dire, je pense que le fait qu'on ait un générique, qu'on ait un panneau qui dit bien aux gens, cette partie, il y a tel sujet qui va être abordé, et rappelez-vous que c'est la vision du MJ et des joueurs. On a un truc qui le rappelle noir sur blanc, en fait. Notamment, dans ton cas à toi, Shrimp, quand vous faites des JDR connus, type les 5 canaux, machin, il faut rappeler quand même aux gens, notamment aux ceux qui sont un peu virulents avec les règles, que c'est la vision des joueurs, et on interprète tout. En tout cas, nous, c'est indiqué dessus, mais je pense clairement que c'est important. Pas quelqu'un arrive comme une fleur en se disant « Mais si, c'est ça les règles, je l'ai vu dans tel actual play ». Alors qu'à l'actual play, on reprend les règles pour des raisons de fluidité qu'on a dit tout à l'heure notamment. Mais comme un MJ adapte les règles à sa table, en fait. Enfin, moi, je me rappelle, on m'a toujours dit la première règle dans le jeu de rôle, c'est que le MJ a toujours raison. Et que deuxième règle, s'il a tort, se référer à la première règle. Sous-entendu, effectivement. Et puis d'ailleurs, c'est marqué dès les premiers livres de Donjons et Dragons, dès les premières éditions de l'Œil Noir. Dans Vampire, c'est marqué. Ces règles-là, on fixe un univers. On fixe des règles, mais libre à vous de les adapter en fonction des gens avec qui vous jouez, en fonction de comment vous voulez vivre l'histoire. Et ça, on l'a. Et pour répondre à la question sur l'ethnographie, sur le fait que la présence de l'ethnographe vient modifier le regard et le rôle de l'autre, je vais répondre avec la sociologie. En fait, en sociologie, ça a aussi été théorisé. La théorisation que dès lors qu'on fait rentrer les gens dans une expérience, on modifie leur comportement. Oui, mais si on perpétue cette expérience sur le temps long, alors les comportements spontanés reviennent. Et la particularité qu'on a, nous, au niveau des actual plays, c'est qu'on fait jouer des campagnes. Et donc, oui, clairement, au début, il y a des éléments qui ne sont pas naturels. On n'est pas à l'aise. Je vois le pilote, c'est une catastrophe sur certaines choses dans ce que je fais. Enfin, en tant que MJ, comme je disais, première fois que j'ai été filmé, première fois que j'étais filmé sous cet angle-là, première fois que je masterisais avec cette pression-là, oui, il y a des choses, je me rate. La première saison, il y a des choses, des règles où je me suis complètement écarté des règles. On a eu des grandes discussions avec des viewers qui me disaient, oui, mais dans les règles, oui, mais derrière, ça traduisait quelque chose. Et puis, sur le temps long, je me rends compte qu'en tant que joueur, je suis pas spécifiquement différent quand je suis à la table de l'actual play ou quand je suis sur un Discord avec les potes ou quand je suis autour de la table. La partie de Night, le personnage que je joue à William Laserby dans la partie de Night, c'est un personnage que j'ai joué sur Discord. Quand le personnage est en jeu, il n'est pas différent de ce qu'il a à la table.
Le seul élément qui était différent, c'est qu'effectivement, son positionnement dans la partie était différent. Quand on est autour de la table, c'est un des membres du groupe comme les autres. Quand on était là, il n'avait pas le même rôle. Il était un peu le tuteur, on va dire, des deux gamins qui étaient avec lui. Donc son positionnement était différent, mais ma façon de jouer n'a pas été la même. A été la même, pardon, je veux dire, elle a été la même. J'ai interprété le personnage de la même façon. Oui, il y a eu 5 minutes où j'ai été différent. C'était le temps de se mettre. C'était le temps du début de l'expérience. Mais une fois passé, les caméras, elles sont plus là. Les viewers, on n'y pense plus. On est juste en train de jouer avec des potes. Quand on est joueur, on est clairement en train de jouer avec des potes. Et alors surtout, enfin voilà, la partie night, il y avait une amie qui était autour de la table que j'avais pas vue depuis plusieurs années. J'étais juste content de la retrouver, de faire une partie avec elle. Mais tout le reste, il n'existait pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que même nous, à l'origine, on avait commencé dans une association aussi à jouer et on avait toujours ce petit groupe aussi qu'on se retrouvait pour jouer. Et on a une membre qui est extrêmement timide. Mais, et en fait, au début des campagnes, elle a toujours ce côté un peu en retrait parce qu'il faut qu'elle s'habitue à son nouveau personnage. Et après, elle part vraiment bien et elle fait des choses que on se doute jamais qu'elle va nous le faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, comme tu dis, en fait, il y a toujours le temps d'adaptation. Même moi, en tant que MJ, quand j'ai commencé à faire MJ, je regarde les premières vidéos, c'est une catastrophe. Ah oui, non, mais c'est... J'étais tendue comme je sais pas quoi, je bégayais, j'étais dans un état pas possible. Et en fait, plus on avance, plus on le fait, plus on s'habitue, et moins il y a de stress. Je dis pas qu'il n'y a plus de stress, mais il y en a moins. Et ça, c'est quelque chose aussi qui marque vraiment, c'est qu'après, on oublie. Quand on s'amuse, quand on rigole entre nous, en fait, on retrouve le côté, on est des potes autour d'une table, on joue. Et en fait, on oublie tout le reste. Et c'est que à certains moments, on se dit, oh purée, c'est vrai, il y a des gens qui nous regardent, on a les caméras, mais sinon, moi, ça m'arrive très fréquemment où je suis juste là à jouer avec des potes et j'oublie les caméras. Je vais rajouter une couche là-dessus, mais en fait, nous, par exemple, on fait les tournages en live, etc., et on fait le découpage sur YouTube. Alors, on va garder certains moments, il y a certains moments qu'on va enlever, tout simplement parce que c'est un petit peu long, les moments de réflexion, attends, je vais regarder ce que je dois jeter comme jet. Bon, ça prend 2 minutes, bon, ça arrive, c'est pas grave. Mais en fait, c'est les seules choses qu'on va cutter, parce que quand il y a des fous rires, quand il y a des conneries, mais monumentales qui sont dites, eh ben on les garde, parce que nous, on s'est fendu la gueule, ça nous fait des très beaux clips aussi, au-delà de ça. Mais vraiment, il y a des moments, toute l'équipe, à chaque fois, quand ils nous sortent des dingueries, mais on passe 2 minutes à pleurer de rire, parce qu'il y en a un qui a dit une connerie, et qu'après, il faut reprendre le sérieux, et ça revient, on dit, bon, allez, j'y repars, c'est reparti. Mais il y a vraiment des moments où ça part, en fait. Et ça nous est arrivé sur les 5 anneaux, sur du Cthulhu, on est des moments extrêmement sérieux, et il y en a un qui dit une connerie, comme en jeu de rôle classique. Et là, ça part. Et tu dis, comment je vais encaisser ça? Comment je vais réussir à continuer, moi, en tant que MJ, et ça, c'est pareil à une table, comment je dois continuer mon roleplay en sachant que c'est en train de se poiler à la table. Et ça, c'est une vraie difficulté. Mais on reste quand même sur une vraie peinture, en fait, de ce qu'on peut vivre, en fait, en jeu de rôle. Alors, encore une fois, c'est une rigueur différente, c'est un acting différent, mais on est des êtres humains à s'éclater autour d'une table, avec des amis ou avec des gens qu'on rencontre aussi, parce que parfois, on a la chance de rencontrer de nouvelles personnes et de jouer avec, mais on pleure de rire, et c'est des moments mais magnifiques. Enfin, moi, j'ai des souvenirs incroyables sur du Paranoia, où il y a des PJ qui se sont dit, on va ouvrir une porte, mais parce que l'ordinateur a dit, mais ouvre la porte. Sauf qu'en fait, ils ont appuyé sur la porte. Il y en a un qui était en train de glisser et l'autre s'est dit, l'ordinateur a dit, je peux ouvrir la porte, je vais continuer à le pousser. En fait, ça se trouve, c'est ça la porte. Voilà. Et donc, en 2 minutes, tu pleures de rire. Oui, après, c'est Paranoia aussi, c'est fait pour. Mais au-delà de ça, voilà. Ce qui est rigolo dans ce que tu dis, parce que c'est un peu la réponse que tu fais aux sociologues qui parlent de temps long. Donc, finalement, dans le temps long, il y a une espèce de formalisation. Tu sais, ça haute tous les pics, tu vois, ça structure, tu vois. Et souvent, les sociologues sont des structuralistes convaincus. Et alors que l'ethnographe, lui, il est dans la spontanéité, il est justement dans le rituel, il est dans ce que souvent Jean Rouch appelait une espèce de cinéma direct, vérité, c'est-à-dire où en fait des forces qu'on ne connaît pas interviennent
justement dans toute cette structure, dans tout ce structuralisme qui fait qu'en fait a lieu la transe, tu vois. Et jeu de rôle, quand tu décris qu'en fait, on oublie tout, on est dans notre personnage, bah, quelque part, en fait, c'est sortir un petit peu de soi pour aller quelque part dans le monde des chamans, pour aller vivre une histoire, tu vois, qui est celui du monde des esprits. Alors, j'exagère un petit peu, hein, bien sûr, mais vous Ça fait bien, comprenez, ça fait bien. vous comprenez où je veux en venir. Et quelque part, bah, ça, pour le réalisateur, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Être dans la spontanéité. Lui, il va y avoir un montage derrière. Lui, il veut structurer son image, il veut faire un cadrage, il veut savoir où vont les acteurs, comment ils se déplacent. Comme un photographe, en fait, qui va prendre une photo de l'instant. Et quand on est dans l'instant, on n'est plus dans le temps long. On est dans un morcellement d'instants qui sont une succession, en fait, un écoulement du temps qui est insaisissable, tout comme le réel. Ouais, mais du coup, si on prend, si on prend, voilà, que ça soit des grades du jeu ou que ça soit Odyssée, qui sont, on est dans le live, donc en fait, il y a pas cette mise en scène là. Nous, on tourne dans les conditions du direct aussi, donc on va moins avoir cet élément. Il y a cette vérité-là. Et tu parles d'un morcellement, oui, mais le temps est recréé après par la réalisation, par le montage. Mais quand on est en live aussi, parce que c'est de la réalisation directe, c'est-à-dire toutes nos caméras arrivent dans un mélangeur et ça fait un seul flux qui est la seule vérité. Tu vois, dans le cinéma vérité, on se laisse porter par ce qui se passe devant la caméra. Nous, on est assis derrière une console, on est là en train de pianoter entre nos cams, mais ouais, à la fin, il n'y a qu'un seul flux qui sort et c'est ce que les gens voient. Tout le reste, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu peux être hors champ, toi, Manon, tu peux être hors champ parce que c'est Maëlys qui parle. Parce que c'est Maëlys qui parle. Tu n'existes pas parce que c'est elle qui est à l'écran et c'est elle qui est au son. Qui devient le maître de jeu? Est-ce que c'est le réalisateur? Le maître du jeu, c'est le maître de jeu qui est sur le table. Le maître du jeu est un reste le compteur. maître du jeu. Après, tout dépend du format de l'image. Hein. Nous, en live, en fait, on est en flux direct, donc on a sur un seul et même écran, MJ, joueur, et tout le monde est à l'écran H24. Donc, je veux dire, du coup, là, il n'y a pas ce problème il y en a un qui disparaît de la narration, parce qu'en fait, nous, tout le monde est là tout le temps. Alors, s'il y en a un, notamment une, elle se reconnaîtra, parce qu'elle est là-bas, qui défonce des dés ou qui lance un truc par-dessus bord, on la voit tout de suite. Oui. Alors moi, c'est vrai qu'avec la position d'être acteur sur ce qu'est Actual Play et qu'on n'est pas en live... Alors peut-être présente-toi, Nathan. Quoi? Ah oui, effectivement, oui. Donc Nathan Bertin, donc je suis un des membres du collectif Rock'n'Roll. Donc je suis un des acteurs qui est présent devant la caméra, qui est présent en continu sur les Nuits d'Orléans et par intermittence sur l'Œil Noir. Et je suis aussi le meneur de jeu de Night, notamment ça a été sur la Japan et sur le Roll Event. Voilà. Et en fait, moi, dans ce débat, la question est-ce que l'Actual Play, c'est du jeu de rôle? En fait, cette question existe parce que la perception du public. Et nous, autour de la table, on est vraiment en fait autour d'une partie de jeu de rôle parce que même si au départ, on commence, on a des caméras, on a... Enfin voilà, le temps qu'on se démarre, on a les caméras, on a la pression de la caméra, d'être filmé et tout. Une fois qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure de tournage, on est dedans. On a des moments de déconne, enfin on a des private jokes, on se balance des... Enfin, c'est une partie de JDR. On est dans une partie de JDR. Et en fait, la question ne se pose que parce que une fois derrière le public qui regarde la vidéo, elle a été montée. C'est-à-dire que les moments, effectivement, qu'on parlait au début, les fameux moments de 8 heures de shopping, ça apparaît pas, même si c'est joué autour de la table, mais ça apparaît pas dans le montage final. Les moments de fou rire, ils apparaissent, mais les fou rires qui durent bien 10 minutes parce qu'on est parti en live complètement. On va pas laisser les 10 minutes de fou rire, on va en laisser 2 minutes pour garder la spontanéité. Tout ça, en fait, c'est vu qu'il y a du montage qui est fait derrière, effectivement, pour le public, lui, il voit quelque chose qui est rythmé, monté, travaillé en chaîne. Il a l'impression que c'est scripté. On nous pose souvent la question, est-ce que vous êtes scripté? Non, on n'est pas scripté, mais ça donne l'impression, alors que en fait, effectivement, nous, sur la table, on est vraiment sur du jeu de rôle. Et en fait, on l'oublie la caméra au bout d'une heure et on est vraiment dans une partie de jeu de rôle. Je ne coupe jamais les fous rires. Je n'ai jamais coupé les fous rires, justement parce que ça fait partie de la narration. Oui, et ça fait partie du jeu de rôle, de l'expérience jeu de rôle. Le fou rire du joueur, ou des joueurs, ou du MJ,
c'est pas quelque chose qu'on peut couper en fait, même pas le réduire. Non, par On a eu exemple, des fours magistraux de Yasmine, oui, non, mais par exemple, qui est extraordinaire. il y a eu des private jokes qui ont été faites entre deux joueurs que le public aurait jamais compris. Nous, on était morts de rire autour de la table. Oui. Le public aurait jamais compris ce genre de choses. Nous, ça se fait tout le temps autour d'une table de JDR où tu as deux joueurs qui s'envoient une private joke parlant d'une ancienne campagne. Ça n'apparaît pas dans l'épisode final, mais nous, on l'a vécu autour de la table et on s'est tapé des barres autour de ça. Mais donc c'est le côté où en fait la question de est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle ne se pose que du point de vue du public, parce que lui il voit un résultat qui a été transformé. Pour les acteurs, pour le meneur de jeu autour de la table, on est dans du jeu de rôle en fait pur et dur. Hein. Si on amènerait le public de regarder une session de tournage, il verrait pas la différence entre une table de JDR qui est jouée un samedi soir dans une association et ce qu'on est en train de tourner, quoi. Si vous voulez une petite anecdote très drôle, c'est que lui, là, c'est à la deuxième session de tournage. Donc, la première, il était un peu stressé. La deuxième, il arrivait, il était beaucoup moins. Et je lui demande de se mettre en place. Et je lui dis, ils se mettent tous en place. Et je lui dis, Nathan, tu peux regarder ta caméra? Et il me fait, bah, elle est où? Oui. C'est beau, Alors ça, qu'il avait c'est un beau. énorme cube noir devant lui. Oui. Alors, j'ai juste rebondir effectivement sur où on dit effectivement il y a pas de script. Ça peut arriver sur certains éléments qu'on en ait, mais comme on peut avoir dans une partie de jeu de rôle un moment, un besoin d'avoir un joueur qui soit semi-antagoniste temporairement. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Effectivement, il a Nathan qui intervient vis-à-vis de Yasmine. Dans un de nos épisodes, on a Nathan qui s'approche avec une pierre, enfin Tariq, son personnage, qui s'approche de Jophiniel, notre elfe, avec une pierre pour lui redonner la mémoire. Cet élément-là, oui, il était scripté, il a été discuté avant. Mais comme quand j'ai joué, des MJ m'ont dit, bah, à ce moment-là, j'aurais besoin que ton personnage fasse ça parce que ça fait avancer un truc. Des fois, on en a besoin. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup joué en tant que semi-antago dans certains GN. Bah voilà, des fois, on a besoin. Oui, on est joueur, mais à un moment, on sert la narration du maître du jeu et donc on devient un petit peu son aide de camp, entre guillemets, temporairement. Voilà. Bah oui, il y a ces moments-là il y a ce moment-là qui a été scripté. Après, il y a des moments. Alors nous, on nous demande souvent. Il y a donc pour Bienvenue à Angbar. L'épisode Bienvenue à Angbar, qui est l'épisode 11, je crois, on demande beaucoup s'il est scripté parce qu'il a cette particularité d'avoir beaucoup de one-to-one. On a beaucoup de le joueur est tout seul face au MJ. Donc, Taker et ses équipes ont fait une mise en scène, ont travaillé la mise en scène. La mise en scène a été travaillée, pas le reste. Il y avait le scénario et c'était le scénario. À un moment, j'ai avec Rolf, donc qui est joué par Geoffrey. Il a un premier PNJ et il a un deuxième PNJ qui vient parce qu'il voulait voir quelqu'un d'autre. Et ben vu qu'il y avait la mise en scène qui s'y prêtait, effectivement, j'ai joué la sortie et l'entrée du nouveau personnage. Après, au niveau de la découpe, ça a été fait en deux séquences distinctes au niveau du montage, mais en tout cas, ça a été joué comme une vraie partie. Et c'est comme si j'avais pris à part mes différents joueurs autour de la table, un par un, pour leur faire vivre leur moment à eux d'aventure. Et j'aurais fait jouer de la même façon l'élément. Et par rapport à ce que tu disais que des fois, le MJ va vers le joueur pour lui demander quelque chose, mais l'inverse, c'est aussi pratiqué. Et je sais que ce soit en live ou non, j'ai eu des joueurs qui me sont venus me disant « Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien faire ça avec mon personnage. Est-ce que tu peux apporter pour que je puisse le faire ?» Parce qu'il veut montrer quelque chose de son personnage, du background qu'il a créé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, même si techniquement c'est scripté, mais que ce soit en partie normale ou en partie live, c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, au final, il n'y a pas tant que ça de différence en fonction de ce que veulent les joueurs et le MJ retranscrire. Je sais que de notre côté, à Odyssée, ils ne savent pas ce que moi je prépare de mon côté, comme je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent faire de leur côté. Et c'est ça qui est magique, parce qu'on veut juste que ce soit comme à la naturelle, comme on jouerait naturellement, et on apporte des trucs. Alors oui, moi, il y a des fois des parties que je ne vais pas utiliser, parce qu'ils n'ont pas voulu y aller. Et c'est pas grave. Du classique. On n'a pas voulu ce qu'on avait. Du classique dans la préparation, on fait plein de choses. Et je vais reprendre la discussion pour essayer de conclure, pour finaliser. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. C'est très intéressant, c'est très profond. On s'aperçoit que
ça questionne sur plein d'autres choses, sur le regard du jeu de rôle par des gens à l'extérieur. On a le regard sur une partie de jeu de rôle entre nous, autour d'une table. Bah, voilà, on est regardé par 4 yeux, les gens qui sont autour de notre table. Mais là, c'est vrai que le fait de le filmer et de le présenter à un public, ça change la manière de voir du jeu de rôle. C'est pour ça qu'il y a des questionnements. On peut se dire, est-ce que c'est du jeu de rôle? Si je vois ce que vous racontez, vous le vivez, et où vous oubliez les caméras au bout d'un moment, en tout cas sur les premiers temps, et au fur et à mesure du temps, vous y habituez, et vous les oubliez, et vous faites du jeu de rôle pour vous, qu'il soit scripté ou pas, peu importe. En partie de jeu de rôle sur une table, ça arrive régulièrement, même on revient en arrière des fois. On dit, bon là, non, ça va pas, on a foiré le truc. Allez. Un petit redcon. Voilà, on reprend la scène suivante, on oublie ce qui s'est passé, et puis on avance. Parce que il faut que le plaisir des gens autour de la table aussi, il doit être là. Et au-delà du plaisir de respecter les règles, ça sert à rien d'être bête et discipliné. Voilà, on avance. Là, la question se pose plus par rapport peut-être au public. Le public, lui, il vit pas une partie de jeu de rôle, puisqu'il la regarde, qu'il ne peut pas interagir. Après, il peut interagir sur le temps long, parce qu'il y a des commentaires, il y a des réactions, il y a des questionnements qui peuvent se faire. Mais sur le temps de la partie, il ne peut pas. Donc, quand il la regarde, il ne peut pas appeler ça du jeu de rôle pour lui, mais il regarde du jeu de rôle qui est en train de se faire devant lui, avec tous les aléas d'une partie de jeu de rôle, qu'elle soit coupée, montée ou pas, peu importe. Puisque nous, on le fait aussi en partie. On fait du cut, on change, on respecte pas les règles, et ça, voilà. Donc, est-ce on pourrait donc arriver à la conclusion de répondre à cette question sur ça reste du jeu de rôle pour les acteurs qui le font, c'est-à-dire ceux qui sont en train de le réaliser, le créer, le jouer, mais que pour ceux qui le regardent, c'est... alors après, moi, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue ou je sais pas quoi, même si c'est des choses qui m'intéressent et que je vois ça de très loin, mais si un sociologue regarde ça dans 50 ans, peut-être ça serait intéressant à analyser, hein, sur aussi le regard de notre société, sur on se filme, pourquoi on a besoin de se filmer et de le montrer, alors qu'on peut très bien jouer entre potes et vivre la même chose, et puis voilà, enfin voilà. Donc, mais ça pose d'autres questions, et c'est pas le débat sur le jeu de rôle. Et puis même le jeu de rôle, quand on est autour d'une table, on est une représentation. Il y a des gens qui sont très timides, et c'est marrant, il y a des gens très timides, mais ils viennent quand même à une table de jeu de rôle. Ça, c'est super intéressant. Ça arrive, puis des fois, après, au bout d'un moment, on les découvre. Et là, on est super surpris, parce qu'en fait, ils avaient tellement de choses qu'ils voulaient montrer, mais qu'ils n'osaient pas. Ça, c'est génial. Donc, faire une petite conclusion, voir un peu faire le tour de table entre nous, de ce qu'on vient de faire, de répondre à cette petite question, est-ce que c'est du jeu de rôle? Moi, ma réponse, c'est... si j'ai bien compris, hein, quand vous le faites, c'est du jeu de rôle. Ceux qui le regardent, c'est un spectacle. Voilà, on peut appeler ça... Enfin, moi, j'ai appelé ça un spectacle. Alors, on parlait d'art. C'est pas à nous de déterminer si c'est de l'art. Ce sera d'autres personnes qui le... C'est pas ceux qui le créent qui disent que c'est de l'art, c'est ceux qui le regardent de loin. Mais oui, je pense qu'il y a une forme d'art de filmer, de s'habiller, de mettre en... faire que ce soit joli à regarder aussi. Voilà. Donc, dernier petit mot chacun sur tout ce qu'on vient de dire. Et je pense qu'on a répondu. En tout cas, les gens qui regarderont cette émission, n'importe quoi. Cette vidéo, ça y est, je suis parti, je suis en émission. On va faire des émissions toutes les semaines. Ça sera diffusé. Après, sous quelle forme et quel moyen, je ne sais pas. Ça sera diffusé. Ils se feront leur propre avis sur ce qui vient d'être dit, qui était très intéressant. Donc, on a répondu, je pense, à la question. Et donc, un dernier petit mot sur vous, sur tout ce qu'on vient de dire. Et parce que vous, je pense que vous êtes convaincus que vous faites du jeu de rôle. Voilà. Ok. Oui, puis après, parler de vos pardon, merci, vice-président Cyril. Heureusement que tu es là, d'ailleurs. Merci, Cyril. Oui, reparler de ce que vous faites, vous, réellement, vos projets. Si vous avez besoin aussi, parce que même si c'est une passion, il y a des coûts. Des fois, vous avez besoin de financement, parce que, voilà, le matériel, tout ça. Voilà. Donc, une petite conclusion sur ce qu'on vient de dire et qui était très intéressant. Finalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, pour moi, nous, on fait le jeu de rôle autour de la table, c'est une certitude. Il n'y a pas de différence entre un jeu de rôle. Par contre, les gens qui regardent, en fait, ils regardent. C'est comme s'ils regardaient une partie debout à côté de la table. En fait, ils regardent une image du jeu de rôle, on va dire. Pour moi, c'est un peu ça. Mais du coup, en fait, on donne à voir une image, une version du jeu de rôle qui est propre à nous, pour les gens sur la table.
notre perception aussi des choses et du monde par l'extension, hein, avec tout ça. Pour moi, ça en reste pour nous. Et pour les gens, ça reste juste l'image de jeu de rôle. Mais ça reste encore une jeu de rôle. En fait, juste c'est une image qui retranscrit, qu'ils vont regarder. Même si oui, à mon sens, je me place plus comme ce qu'on propose, ce que les gens regardent. Pour moi, c'est comme une série. Ils s'éclatent et on le voit avec les gens, hein, la réaction qu'ils ont. Ils en aiment en regardant une série. Ils sont attachés à des personnages, ils sont scandalisés, c'est un truc. Voilà, ils sont dedans. Ah oui, mais des fois, on se fait engueuler. Hein. Des fois, on se fait engueuler, des fois. Hein. Souvent. Oui, très souvent. Ils sont impliqués, ils sont là. Et après, une actualité par rapport à Odyssée. Alors, nous, du coup, on live un dimanche sur 2 sur Twitch. Donc, à 17h, maintenant, j'ai lancé un horaire à 17h. Et sinon, nous, après, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux. Ou sur Instagram, on parle de l'univers créé par Parce que notre MJ crée son univers, du coup. Elle en parle aussi un petit peu. Et après, on a YouTube pour nos diffusions. On a un Discord, on parle de plein de choses. Et c'est Odyssée, Odycey, comme sur les Skyblogs, pour ceux qui ont connu. Voilà, on écrit pareil. Hein. Voilà, tout pour moi. De mon côté, je rejoins ce que tu dis. En fait, c'est pour moi, peu importe comment on regarde, c'est vraiment du jeu de rôle. Je vois par exemple à Welcome to Derry où il y a carrément eu un groupe Discord qui s'est créé pour enquêter de leur côté. Parce que eux, comme ils ont Internet et tout, en fait, ils cherchent ce que j'ai pu chercher pour pouvoir trouver des solutions. Et ils sont en train de cogiter en même temps que j'ai mon équipe qui cogite. Et après, ils me font des retours. Ils me disent « Ouais, mais tu vois, on a fait ça, on pense que c'est ça par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on a raison ?» Faut pas parler, peut-être. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment un retour qu'ils font et qui enquêtent aussi de leur côté ou qui disent « Ah ouais, mais imagine qu'il se passe ça, comment ils vont faire les joueurs ?» Et en fait, ils recréent aussi de leur façon. Et aussi, ils disent « Ah non, moi, j'aurais pas fait ça non plus, j'aurais pas fait ça. » Oui. Mais c'est ça qui est bien, je trouve que... Non, c'est de leur retour surtout. Et voilà, puis après, comme tu dis, effectivement, là, on est en train de terminer la campagne 2 de l'IDIS. Et après, normalement, on part sur la saison 2 3 de Welcome to Derry. Voilà. Du coup, moi, j'ai envie d'appuyer ce que vous dites par rapport à tout ça, en fait, mais à rajouter aussi autre chose, c'est-à-dire que quand on fait des actual plays comme ça, quand on fait du jeu de rôle, je trouve qu'on est aussi, et je crois qu'on en a parlé au début, ce côté un petit peu vitrine, c'est-à-dire qu'on va proposer un jeu, en fait, tout simplement. On va se dire, voilà, je sais pas, j'ai envie de présenter tel jeu de société, tel jeu de rôle, pardon. Et en fait, on va proposer une version et se dire, peut-être que ça va vous plaire, peut-être que ça ne va pas du tout vous plaire. Et je sais que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que quand on a envie de faire un jeu, on y va. On se dit, voilà, c'est pas... on va rester dans un style de jeu particulier et que là-dedans, on a envie de se faire plaisir, on a envie de tester plein de choses. Je suis un petit peu collectionneur de jeux de rôle sur les bords, un tout petit peu. Donc on parlait de coûts, mais moi, mon budget JDR, il est monstrueux. Mais voilà, en fait, on va présenter quelque chose et si ça incite à essayer, si ça incite à acheter potentiellement le jeu, en fait, c'est ça le plus important. Et surtout, essayez, amusez-vous. Parce que franchement, le jeu de rôle, c'est une discipline qui est magnifique, qui nous permet de se découvrir. Personnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et en fait, je me suis découvert. Grâce au jeu de rôle, je me suis dit, voilà, peut-être que socialement, ça passe, en fait. Et clairement, après, mon métier m'a beaucoup aidé. Je suis un métier social, donc forcément, ça aide beaucoup. Mais voilà, il faut se lancer, en fait. Il faut profiter de ça, de se dire, voilà, on a peut-être une proposition d'un jeu. Si ça vous plaît, allez-y, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, je sais que j'ai découvert des jeux de rôle. Des fois, je me dis, ça me plaît pas forcément. Ok, très bien. Mais par contre, je regarde un actual play ou je regarde autre chose. Mais ça, c'est extraordinaire. Enfin, j'ai envie d'essayer et j'achète le jeu. Et c'est parfois les plus grandes histoires d'amour qu'on peut trouver. Voilà, les plus grandes découvertes. Donc, c'est vraiment génial. De notre côté, chez Du Gras et des Jeux, on est actuellement sur la campagne de La Lisière chez Les 12 Singes, donc du Cthulhuac, campagne qui est très intense, qui se passe dans les années 20 à Salem, avec voilà, une investigation qui est rocambolesque. Et je remercie encore l'équipe parce qu'on a eu la chance d'avoir une des PJ qui a dessiné les personnages. Donc voilà, avec ce générique, etc. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et on reprendra prochainement la saison 2 de La Légende des 5 Anneaux, encore en costume,
avec, je pense que je peux l'annoncer, une nouvelle joueuse. On aura Maëlys qui va nous rejoindre du coup dans l'équipe et qui va peut-être jouer une grue. Donc ça va être très très cool au pif. Voilà, donc il y aura une introduction, etc. Donc ça sera très très cool. Et donc je suis ravi de pouvoir t'avoir dans l'équipe sur cette partie. Et je tiens à rajouter que c'est aussi à cause de leur actuel play que j'ai acheté les livrets. À cause. Et c'est souvent parce que je regarde ce qu'ils font ou ce que d'autres de nos camarades font que je finis par acheter pour découvrir plus l'univers. Et c'est aussi comme ça, c'est en voyant que j'étais un petit peu trop à fond qu'ils m'ont invité à faire la saison 2. Non, c'était un vrai plaisir. Et puis, ça apporte du frais aussi. Et au-delà de ça, la densité de jeu sur ce jeu est incroyable. Donc, voilà. Et je préviens dans les commentaires, ne m'accusez pas de vous faire acheter du jeu de rôle. Attention. Moi, je vous montre des choses. Voilà, j'en profite, je peux le faire. Si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas. Voilà, c'est important. Parce que ça coûte très cher. Un bouquin, ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. C'est un vrai budget. Donc, de l'actual play, oui, c'est du jeu de rôle. Moi, je vais être peut-être plus radical que vous autres. Oui, c'est du jeu de rôle. Mais c'est du jeu de rôle par procuration. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui... C'est pas, je pense, comme le copain qui te regarde à côté de la table. Parce que le copain, il est là. Alors que là, il y a un médium, qui est le médium audiovisuel, entre nous. Et donc, il y a cette puissance-là qui est supérieure. Il y a une immersion qui est créée par le médium. Et il y a une identification au personnage. On s'identifie tous à un des joueurs. Et moi chez nous, c'est très très fort. Hein. Il y a des gens qui nous disent sur des conventions, des machins, « Ah, mais moi, j'adore Rolf. Ah, mais moi, j'adore Chaufiniel. Ah, mais moi, j'adore... » Et donc, c'est pour ça que je dis c'est un jeu de rôle par procuration. Maintenant, oui, c'est hyper important de garder à l'esprit qu'il y a plein de jeux de rôle qui existent. Si vous voulez regarder des actual play, regardez beaucoup d'actual play, si vous avez le temps, bien sûr, ou écoutez-vous-les en podcast, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes... parce que ne vous faites pas une idée à partir d'un actual play de tiens, le jeu de rôle, c'est comme ça. Parce que quelle que soit la table, jamais le jeu de rôle, ce sera comme ça. Il y a eu, avec Critical Role, il y a eu ce qu'on appelait le Mercer Effect. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé Donjons et Dragons et qui ont dit en fait, c'est nul. C'est pas comme quand je regarde Matt Mercer. Ah oui, mais bien sûr, ton M6 n'est pas Matt Mercer. Stop. Les gens savent pas que pour l'invoquer, il faut dire 3 fois son prénom devant un miroir. Et après, il vient faire la partie. Ils ne le savent pas. Candyman. On est sur un autre niveau en plus. Enfin, Mercer, quand même, c'est voilà, niveau du jeu. C'est quand même des acteurs aussi à la base. Ce sont que des acteurs professionnels. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut mettre en perspective. Essentiellement. Mais ouais, c'est que des acteurs, des vrais acteurs, et qui sont rodés. En plus, c'est les Américains, c'est en Californie, c'est le hollywoodien, quoi. Donc ils savent faire le show. Mais par contre, ils s'éclatent. Et ça, on voit, ils n'arrêtent pas de rigoler. Et c'est ça aussi qu'on voit que c'est une vraie partie de jeu de rôle. Tout est au cordeau. Ah oui, oui. Qui dépasse. C'est clair. Et il y a eu un peu la même chose avec... Il y a plein de gens qui ont été déçus quand ils ont fait Baldur's Gate 3. Il y a eu énormément de gens qui sont arrivés sur Donjons et Dragons. Waouh, ça a l'air trop cool en fait de le faire en vrai. Et qui arrivent sur la table et qui se disent tiens, c'est bizarre, ça pète dans tous les sens. Donc voilà, regardez plusieurs actual plays. Regardez aussi des actual plays qui sont pas forcément très produits, très mis en scène, juste des gens qui sont chacun dans leur chambre en train de faire un actual play sur Roll20 ou quoi. Parce que c'est ça le jeu de rôle aussi. Et on a quand même la chance d'être dans un médium qui est très très divers et très très riche. Et ensuite, quand vous trouvez celui qui vraiment vous dites putain, celui-là je l'adore, quoi, vous y allez et vous le jouez. Et c'est ça le plus important. Vous prenez une bande de potes, il y en a un qui se dévoue, qui écrit une histoire. Tant pis, je sais pas faire. Non, il n'y a pas de je sais pas faire. Il y a besoin d'un MJ. Moi, on m'a bombardé MJ. J'avais joué 2 fois. C'est mes potes, ils m'ont dit ah ouais, tu sais faire ça, toi, le jeu de rôle. Ah mais moi j'ai vu Aventure de Joueurs du Grenier. Vas-y, tu nous fais MJ. Je suis toujours MJ avec eux. On joue une fois par mois et on en est à 3 ans de campagne. Voilà. Et c'est pas du filmé, hein, c'est juste une bande de potes. Donc, surtout jouer, quoi. Nous, on n'est pas là juste pour vous offrir un divertissement, on est là aussi pour vous donner l'envie de jouer à du jeu de rôle. Parce que c'est une activité sociale, parce que c'est une activité qu'on fait entre amis. Et voilà. Et puis, oui, les retours publics. Hein, ouais, on apprend, nous, énormément des retours du public. Donc, si vous voulez, après je laisserai Damien parler de nos actualités,
Mais si vous voulez vraiment nous aider, comme tu disais, comment est-ce qu'on aide, faites-nous des retours tout le temps. Dites-nous ce que vous pensez, envoyez-nous des messages, contactez-nous sur Discord, contactez-nous dans les commentaires des vidéos YouTube, vous venez et parlez-nous parce qu'on attend que ça en fait. Et on en a besoin pour constamment s'améliorer et constamment vous proposer toujours mieux. Voilà. Tout pareil pour Odyssée, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ça aide énormément. Pour indiquer à quel point ça aide, on a, il y a moins d'un mois, partagé 2 vidéos justement sur les lores de l'œil noir et de Vampire la Mascarade, sur les règles de l'œil noir et de Vampire la Mascarade. On l'a fait pourquoi? Parce que les viewers nous l'ont demandé. Comme des joueurs autour de la table auraient pu me redemander d'expliquer un point de règle. Donc en fait, ils ont aussi influencé à distance dessus. Et donc pour moi, pour répondre à la question, oui, c'est un jeu de rôle. Enfin, je ne vois pas de différence. Pour avoir été joueur, pour avoir été spectateur, enfin voilà, j'ai beaucoup regardé Roll and Play, j'ai regardé du Game of Roll, j'ai regardé de la Bonne Auberge. C'est juste des fois, quand je les vois jouer, j'ai juste l'impression de voir des potes se marrer. Des fois, t'es pas autour de la table parce que t'es juste en convention, t'es arrivé une demi-heure trop tard pour t'inscrire, mais juste envie d'être avec tes potes, tu les regardes jouer, tu te marres aussi, tu te marres autant, tu te prends la tête en disant mais pourquoi le druide qui ne peut pas porter de métal, mais qui arrête pas de se plaindre de son armure, ne prend pas l'armure en actinine. Voilà. Je salue la personne qui se reconnaîtra peut-être pour cette anecdote. Voilà. Mais c'est des choses auxquelles on pense quand on est spectateur et qu'on pense pas au moment où on est joueur. Mais on se marre, on vit l'aventure quand même. On est dedans, on la vit aussi. C'est juste on prend pas les décisions. On est cette petite voix sur... c'est un peu comme si on était cette voix de la conscience que personne n'écoute. Mais fais ça, je t'avais dit de faire ça. Voilà. Mais ouais, en fait, on vit l'aventure autant. Et du coup, pour ce qui est des actualités, déjà, bon, pour l'instant, elle va être assez riche en conventions pour nous. Elle va être assez riche en diffusion aussi. Donc là, on continue à diffuser donc, la saison 1 des Nuits d'Orléans, donc notre actuel play dans l'univers du Monde des Ténèbres, où on incarne des vampires donc, à Orléans. On est dans notre saison 2 de notre campagne L'Œil Noir. Et on va avoir différentes conventions. Normalement, on devrait être présent à Génération Multivers aux côtés de l'Entretat Quiz, donc une association qui est de Saint-Laurent-Nouan, qui fait vivre aussi le jeu de rôle, alors pas que, mais aussi le jeu de rôle sur le secteur. On devrait être présent à leur côté au mois de septembre à l'Atomicon, une convention qu'ils ont créée, qu'ils montent à Saint-Laurent-Nouan. Et entre les deux, du 3 au 6 juillet, Japan Expo. Une petite convention de rien. Une petite convention, 10 voilà. personnes qui viennent, 3 fois rien. Voilà, Japan Expo, on a eu la chance de le faire l'année dernière, 4 jours en live à la Japan Expo. On devrait cette année encore être là pendant les 4 jours en live avec le plateau, avec l'équipe, les comédiens et de nombreux invités. Et comme voilà, j'ai lancé l'invitation aux personnes qui sont là, à savoir du gré des jeux et Odyssée tout à l'heure, vous verrez à Japan Expo s'ils ont répondu présent ou pas, s'ils ont pu, parce qu'on sait que c'est pas facile de se libérer à cette période-là pour tout le monde. Voilà. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé au débat, ça s'est très bien déroulé. La conclusion que je ferai de mon côté, c'est une fois que vous avez regardé vos actuels plays, là où vous êtes, pas très loin, il y a peut-être un club, contactez-le, vous toquez à leur porte, et en général, les rôlistes, ils sont sympas, ils accueillent les gens qui font du jeu de société en général, ils sont toujours prêts à partager, et on l'a dit, c'est du social, c'est de l'humain autour de la table pour accueillir des gens, voilà. Et pour nos viewers orléanais, les bâtisseurs de rêve, vous pouvez aller chez eux. Oui, c'est ça. Par exemple. Et merci aux bâtisseurs de rêve d'organiser cet événement d'ailleurs et de nous avoir permis d'être présents sur place pendant le week-end. Et puis, je crois que vous fêtez un petit anniversaire, je crois. Alors, demain, on fête nos 30 ans. Voilà, donc bon anniversaire aux bâtisseurs de rêve. Je fête pas mes 30 ans, mais c'est les 30 ans d'assaut. Félicitations pour 30 ans de jeu de rôle et encore plus devant vous, j'espère. Ouais, c'est ça. Longue vie au jeu de rôle. Longue vie au jeu de rôle. Ça me paraît un moment de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.